Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Prends pas ça pour du cash. Aujourd'hui, Phil, une semaine, ce sont de grosses semaines. Je veux dire, comme l'heure de tous les jours, on a de grosses semaines ces temps-ci. Un peu épuisant personnellement, mais quand même, il se passe bien des affaires aux États-Unis, évidemment. C'est le bordel. C'est vraiment le bordel. C'est vraiment le bordel. Mais c'est vraiment bizarre ce qui se passe parce que... Bizarre. Non, mais tu sais, c'est à rien comprendre. Un euphémisme. Les tarifs changent. Là, moi, honnêtement, j'ai pris comme un pied de recul parce que, ça vient anxiogène. Tu sais, de suivre ça, là. Yes. Tu sais, j'étais quasiment rendu là, que j'ouvrais CNN sur mon laptop au bureau. Tu sais, voir qu'est-ce qui va changer. Puis là, il y a juste quelqu'un, c'est un employé qui a passé, il a dit... On est-tu affecté par ça, patron? Je dis pas en tout. Il dit pourquoi tu regardes ça? Mais honnêtement, c'est fou raide, là. C'est fou raide, puis évidemment, on a eu droit à toutes sortes de variations depuis la fameuse journée de la libération, des tarifs, plus de tarifs, contre-tarifs, plus de contre-tarifs, ça monte, ça baisse, on revient derrière. Là, pendant le week-end dernier, c'était les cellulaires, je pense vendredi soir, mais là, pendant le week-end, finalement, c'était revenu, mais pas au même taux, puis là, écoute, c'était en perdre son latin. Puis évidemment, ce qui est assez particulier, c'est que c'est les grandes entreprises, puis ceux qui sont près du pouvoir, qui sont les principaux bénéficiaires de ça, alors que les PME, puis les petits importateurs oublient ça, ils sont complètement démolis. Ça va très mal finir, évidemment, tout ça, Phil, si ça se poursuit. Moi, j'ai malheureusement pas le luxe comme toi d'en être très détaché parce que je pense que j'étais à la télé tous les jours depuis le début du mois. LCN, TVA, et puis à la radio, évidemment, comme toi, là, à Cube et ailleurs, pour commenter ça. Donc, ça m'oblige forcément à rester un peu au-dessus de toute l'affaire, mais chose certaine, ça va mal finir. Il y a une récession qui est assez évidente, imminente là, aux États-Unis puis au Canada par effet ricochet. Ce serait intéressant de voir le résultat des élections fédérales là, au Canada pour savoir si on... Ça changera, tu sais, à mon sens, ça changera pas grand-chose. On n'a pas grand levier de négociation. Non, mais on n'a pas de leadership, là, comme nil, que tu préfères un candidat ou l'autre. Actuellement, c'est juste un genre de vacuum. Fait que, tu sais, ça serait au moins intéressant d'avoir un mandat clair d'un des deux candidats. Écoute, toujours un peu indirectement, mais lié à ça, tous les pays réagissent comme ils le peuvent. La Chine est allée au Vietnam signer une quarantaine là, d'ententes commerciales, alors que c'est des pays qui s'entendaient pas super bien, la Chine et le Vietnam, mais là, ils ont comme fait la paix. Donc, je disais aujourd'hui à un ami sur Facebook qu'on devrait donner le prix Nobel de la paix à Donald Trump parce qu'en fait, il fait en sorte que tous ces gens qui saillissaient jusqu'à hier sont maintenant en train de devenir des copains amis contre lui. Des amis. L'Union européenne... Non, mais même le premier ministre Legault qui a dit on n'aime pas vraiment la Chine, mais c'est peut-être le temps de faire de la business avec eux. Et j'arrivais là-dessus. L'Union européenne a annoncé qu'ils avaient réouvert le dossier des véhicules électriques chinois. Plutôt que d'imposer des tarifs, ils vont choisir une stratégie de prix minimum. Donc, on ne pourra pas vendre, mais ça va s'appliquer également aux Chinois et aux entreprises manufacturières d'automobiles européennes. Ce qui veut dire qu'on ouvre grand la porte là, à l'entrée de véhicules chinois sur le marché européen. Je devine que le Canada va tôt ou tard devoir retourner sa veste de barre. Je ne sais pas si tu lisais comme moi ces derniers jours, Phil, mais par exemple, dans le domaine du porc, à cause des tarifs qu'on a mis sur l'automobile, les Chinois ont rétorqué. Ils ont mis des contre-tarifs contre le Canada. Dans le domaine du porc, la filière porcine au Québec va très mal. On parle d'une quarantaine de milliers d'emplois qui sont en danger d'être carrément éliminés si on n'a pas gain de cause là, contre les Chinois. Puis notre joker là-dedans, ça serait de laisser des voitures... l'acier, le bois... le port, tu sais, en ce moment, puis en plus, le premier ministre Legault qui dit, tu sais, à un moment donné, c'était 150 000 emplois, c'était monté pas loin de 200, la panique qui était pognée. Ouais. Là, c'est revenu à 100. Oui, parce que les tarifs sont de 10 et pas de 25, là, mais effectivement, oui, ça va très mal. On va en parler plus tard à l'émission avec une des principales concernées, Phil, mais il y a eu une drôle d'annonce dans le domaine de l'entrepreneuriat ces derniers jours, là, depuis le dernier épisode. Le ministre Skeet, en fait, sans vraiment l'annoncer, là, mais les principaux bénéficiaires
bénéficiaires de petites enveloppes là, de quelques millions de dollars ont appris par lettre interposée que leur financement n'était pas reconduit. On parle d'Espace Inc., de Persévérance entrepreneuriale, des projets et des initiatives super importantes pour l'écosystème entrepreneurial. Il y a plein de voix qui se sont élevées contre ça et personne ne comprend exactement pourquoi le ministre Skeet et le Conseil du Trésor a voulu sabrer. C'est une purge. Mais une purge de 10-12 millions de dollars. À l'échelle de l'État. C'est une purge dans le sens que, en fait, ma compréhension, sans être un initié de la chose, c'est ils veulent la CAQ a toujours voulu se concentrer sur les gros deals. Le problème amatique, c'est que les gros deals de Fitzgibbon n'ont pas eu lieu. Ils ont tous tombé comme des mouches, pas une tous, après mais l'autre. plusieurs, oui. Une grande partie a rentré dans le mur. Alors là, on est dans une stratégie où il faut rescaper ces gros deals-là. Mais c'est pas en sauvant 10 millions de dollars que tu rescapes Nordvolt. Tu comprends? Comme l'échelle. 11 milliards de déficit, là, moi, je pense que. Chaque 10 millions compte, surtout quand tu as peut-être des centaines d'entreprises. Je peux pas. Tu comprends? Mais il semble que. Francis, on met 55, 60 milliards en santé, mais on sauve 10 millions. 80% de mes clients sont dans la fonction publique. Ouais. OK? Ils cherchent des 10 000 $. D'un département. Tu sais, prends un ministère. Là. OK? Ils cherchent 10 000 $ à sauver. Ouais. Tu sais, il y a du monde qui ne commande plus de papier. Il y a un autre ministère, là, j'y parle, il ne peut pas faire ses photocopies. Ils n'ont pas renouvelé l'entente du toner de l'imprimante. On est là. On va arrêter de parler de ça parce que je vais me fâcher. Il y a l'inflation au Canada qui était plus basse que prévu. Ouais. C'est arrivé à 2,3 % de mars à mars. Un des facteurs qui a beaucoup aidé, c'est le prix de l'essence. Évidemment, on a vu là, sur les marchés internationaux. On peut remercier Donald Trump. Ouais. Une autre raison de lui donner le prix de la paix, le prix Nobel de la paix, c'est qu'en fait, il a fait baisser le prix du gaz. Y a-t-il quelque chose d'aussi important que le prix du gaz? Sauf au Québec. Au Québec, on a laissé la taxe. Il a baissé le prix du gaz. Ouais, on a laissé, mais il a quand même baissé au Québec. Il est rendu à 1,50 $. Imagine, ça serait-tu franchement le paradis sur Terre, le Québec, si on n'avait pas cette taxe sur l'essence? En fait, moi, j'en rêve, je me réveille la nuit pour rêver du gaz à 70 cents. Comme ça, on pourrait se chauffer au gaz dans nos maisons. Ça me fait suer que quand je vais à l'autre bord de la frontière, je vais juste en Ontario puis je paye 20 cents du litre ça te fait suer de pouvoir polluer allègrement. Non, c'est pas une question de mettre du CO2 dans l'atmosphère. Puis ça, non, c'est ça qui te fait plaisir, Phil, exactement. Non, mais comme je te dis, c'est juste que je sais pas pourquoi on paye, nous, 20 cents de plus, puis qu'on paye parce plus d'impôts. Parce qu'on a un système qui limite la quantité de gaz carboné qui peut être émise dans l'atmosphère au Québec en collaboration avec jadis la Colombie-Britannique et la Californie. Les foutus de la Colombie-Britannique sont en train de sortir de cette entente-là, mais c'est le meilleur système cap and trade, là, je vais te le dire là, en tant qu'économiste, meilleur que la taxe carbone, meilleur que d'autres formes, d'avoir un système où tu permets aux gens de transiger des crédits comme ça et qui allouent le capital là où c'est le moins cher de faire baisser le CO2, c'est la meilleure solution. Tous les économistes te le diront. Donc, on reste là-dedans. Puis je vais te dire une chose, Phil, quand même, là, puis, non, mais soyons pragmatiques. Demain, là, les Ontariens qui vont vouloir exporter des affaires en Europe, ils pourront pas, ou ils vont devoir payer des nouveaux tarifs parce qu'il y a plusieurs pays dans le monde où tu dois déclarer la teneur carbone de ton économie. Puis si, comme l'a fait Mark Carney, tu enlèves la taxe carbone, tu deviens un pays finalement qui ne t'arrive pas, tu vas devoir payer d'une autre façon. Donc c'est un peu une vue de l'esprit, là. C'est le fun, là, ça coûte moins cher le gaz, mais Christian, on est-tu jambon à ce point-là que 20 cents? Hey, combien il y a de litres dans ta tank de gaz, Phil? Là? Je sais 50 pas, litres, là? On parle-tu vraiment de 10 piastres, genre de 11 piastres? Phil, comme tu veux-tu que j'audite ton rapport d'impôt? Tu parles de 10 piastres sur ta tank à gaz pour tes enfants? Écoute, faut pas me partir sur la tarification. Achetez-vous des chars électriques, Simonac. On va rester dans la filière électrique. Je sais pas si tu as vu Lyon Électrique aurait possiblement des entrepreneurs québécois. Je sais pas ce que t'en penses. J'avais envie de t'entendre là-dessus, en fait. Ben, tu sais, quand les deux conditions des acheteurs, c'est monsieur, on va l'acheter, mais on va l'acheter au syndic. Ouais. Mais le gouvernement du Québec, vous allez devoir nous donner de l'argent. En plus de ce qu'ils ont perdu? En plus, ils veulent ils veulent que le gouvernement du Québec participe au montage financier. OK. Ça, c'est la condition numéro 1. Obligatoire. Condition numéro 2, parce que, tu sais, tant qu'à faire du double dipping, double trempette, il faut absolument, obligatoirement, que le gouvernement du Québec garde le programme d'achat d'autobus exclusif à Lyon Électrique.
Alors, tu sais, quand des multimilliardaires... Exclusif à Lyon. Non. Il est 80% Oui, parce enligné vers Lyon Électrique. Parce que c'est On pratiquement parle les des seuls, autobus qui prennent en feu sur l'autoroute, qui ont des problèmes de Tu fiabilité, mélanges plein d'affaires. dont les actionnaires se sont mis 50 millions d'impoches. Mais c'est pas grave. Mais quand des milliardaires canadiens et québécois ont besoin de faire du BS corporatif, parce que c'est ça que ça s'appelle, tu sais, puis de quêter l'État... Qu'est-ce que tu ferais sinon? Tu laisses ça C'était pas s'effoirer. viable. C'était pas viable. Mais il y a de la tech, il y a de la propriété intellectuelle, il y a une usine, il y a il des y a machines. personne qui en veut. Fait qu'on laisse ça mourir. Il y a personne qui en veut. On laisse ça mourir. Il y a personne qui en veut. T'es ministre de l'économie demain Il y a matin. personne qui en veut. Fait que- C'est pas le rôle de l'État de tout sauver les business. On a déjà mis 200 millions là-dedans. On a mis 500 millions dans Nordvolt. On vend les machines, puis on On ramasse vend, on démantèle. 10 piastres et quart. On démantèle. On a chacun un sujet qui nous trigger. Hein? C'est ça. Moi, c'est les prix du gaz, puis Phil, c'est l'électrique. Bref, merci d'être avec Ben nous. lui, il a acheté son char subventionné avec une subvention. Non, j'ai pas eu de subvention pour mon auto. Trop cher. Taxe de luxe. Non, en plus, il y a plein de choses. Il y a eu plein de subventions. Si je sais, t'as quand même... On accueille à l'émission aujourd'hui, dans l'ordre, Nathalie Riverain. Elle est une entrepreneure, mais surtout en ce qui nous concerne, la fondatrice de Persévérance entrepreneuriale. On en parlait à l'instant, une OBNL qui vient en aide aux entreprises qui sont en détresse, aux entrepreneurs qui sont en difficulté. L'entreprise a appris bêtement, là, il y a quelques jours, qu'elle ne recevrait plus son financement en même temps que 4 autres organismes du même calibre. C'est vraiment triste, dommage, un peu incompréhensible. Elle va nous en parler. On a William Giroux, président et cofondateur de CaseMe, une entreprise qui fait des cases, des enveloppes. Des enveloppes enveloppes protectrices de téléphone. Des coques protectrices, des étuis, étuis. pour les cellulaires. Merci, Phil, Ils en avaient une studio. stratégie de pénétration, une coque de pénétration qui allait aux États-Unis. Et ils ont décidé finalement de ne pas y aller, en fait de limiter leurs investissements publicitaires pour se recentrer sur le marché québécois et canadien. Et on termine avec nul autre que Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke. On veut parler un petit peu de politique. On ne parle pas assez de politique à cette émission-là. On veut parler de politique et notamment des cadres financiers qui, au moment où on enregistre cet épisode, n'ont toujours pas été voilés. Donc là, on a toutes les promesses, des milliards, on va couper les impôts. Mais on ne sait pas combien ça va coûter. On ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait pas quel sera le déficit. Atteindre 2% du PIB pour l'OTAN là, dans le militaire, tout ça est bien beau, mais au final, ça va être quoi le déficit, Phil? 100 milliards? 120 milliards par année? 2 fois plus que c'est actuellement. C'est pas réaliste. Et donc, Luc Godbout va nous parler. Il a signé un article dans la presse, il va nous en parler. Restez à l'écoute. Si vous avez des commentaires, des questions en temps réel ou après les faits, n'hésitez pas à nous écrire juste en bas sur YouTube ou directement à nos courriels ou LinkedIn respectifs. À tout de suite. Un taux d'intérêt très élevé qui défie toute la concurrence du marché. Avec Francis Gosselin et Philippe Richard Bertrand. Prends pas ça pour du cash. Ça a presque des airs de saignée, cette histoire-là. Une saignée. Ça se poursuit dans l'aide aux PME et aux entreprises en démarrage au Québec. Phil t'en parlait hors d'onde tout à l'heure. Il y a des programmes d'investissement Québec qui ont été coupés la veille. Et là, on apprenait ces derniers jours que le gouvernement du Québec, dans la foulée de son dernier budget, a décidé de sabrer dans le financement à 5 organismes. 5 organismes qui étaient particulièrement appréciés des entrepreneurs. Je pense que tous les deux, on a des histoires avec ces organismes-là, des belles histoires en l'occurrence. Un des 5 programmes, c'est Persévérance entrepreneuriale, dont la fondatrice est avec nous, Nathalie Riverain. Bonjour Nathalie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, on parle de coups de massue, là, saignés. Là, en fait, je veux pas faire un concours d'aphorisme, là, mais pour plusieurs organismes, comment est-ce que tu as réagi déjà en apprenant la fin de la subvention ces derniers jours? Ah, moi, j'y crois pas. OK. Disbelief. Je fais du déni, puis j'ai vraiment confiance que la cohérence va arriver dans les prochaines semaines parce que, écoute, on est le premier programme à aider les entrepreneurs en difficulté au Québec. Depuis 2 ans, on a des milliers d'appels. On fait une différence, on a démontré ça par des chiffres. Ça coûte à peu près rien pour le gouvernement. Ça rapporte 10 fois la mise. Fait que quand ils m'ont dit, on renouvelle même pas le programme avec 100 entrepreneurs par année, j'ai fait comme, ben voyons. J'ai dit, c'est pourquoi? J'ai dit, êtes-vous en train de me dire que les entrepreneurs en difficulté sont pas la priorité du gouvernement actuel? Je me suis fait répondre oui. Là, j'ai dit, ah, OK, mais c'est quoi la priorité alors? Puis là, on m'a donné du financement, productivité, la même cassette. Fait que c'était comme, j'y crois pas, surtout pas dans le contexte actuel.
On n'arrête pas de dire qu'il faut aider les entrepreneurs à cause de l'incertitude des tarifs. On va s'entendre qu'il y a probablement un ralentissement économique imminent. Alors, moi, je leur avais proposé le projet comme, hey, on a une solution pour faire quelque chose ensemble pour les petites entreprises qui ont besoin d'aide parce qu'ils sont déjà épuisés au bout du rouleau. Fait que quand on m'a annoncé ça, j'étais comme, ça se peut pas. Il faut trouver un chemin. Et donc, il y a plusieurs programmes, puis on en parlait en honte, mais Propulsion a été annulé, qui était bien aimé des entrepreneurs, a été annoncé, mis sur le site web d'Investissement Québec à quelque part en novembre, en catimini, un soir. Puis là, on apprend qu'il va être relancé. Il est comme arrêt 4 mois. Alors, tous ceux qui ont levé du financement dans cette fenêtre-là de 4 mois pour continuer leur opération, dont je fais partie, là, maintenant, on a été des grands oubliés. Des fois, tu te demandes, c'est comme si la main droite ne sait pas ce qu'elle fait, là, de la main gauche, là. C'est-tu le feeling que tu as ou... Ben, le feeling que j'ai, c'est que on n'aide plus les entrepreneurs. On a des stratégies pour aider les entreprises. Puis surtout dans le contexte actuel, les plus grandes entreprises. Parce que tout ce qu'on a à offrir, c'est des prêts. Toi, Philippe, tu avais probablement les moyens d'emprunter, mais la majorité des entreprises sont déjà prises à la gorge. C'est ceux qui viennent dans Persévérance, le chiffre d'affaires moyen, 1 million de dollars, endettement moyen, 750 000. Fait que, la rentabilité fait juste diminuer depuis quelques années. La COVID a fait mal. Puis, ils se sont pas remis encore de ça. Les prêts temporaires. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était sur le remboursement des prêts COVID. Ouais. Ils ont ça à rembourser de plus. Fait que, puis, on a fait la démonstration qu'on est capable de ramener les entreprises à l'entrepreneur en santé, puis avec une vision plus claire, parce que, on parle quand même de l'humain derrière ça. Puis l'entreprise, on est capable de la redresser puis régénérer la croissance. Fait que, qu'est-ce que tu veux comme meilleur deal actuel pour aider la masse, tu sais? Mais, fait que quand j'ai regardé, moi, quand ils nous ont appelés, j'ai fait comme, ben, ça se peut pas. Mais je savais pas qu'il y avait 5 autres organismes en entrepreneuriat coupés. Puis là, j'ai fait comme, OK, alors c'est quoi la nouvelle stratégie alors? Parce que là, je comprends pas. Tous ces organismes-là aident les entrepreneurs, mais les plus petites entreprises. Puis là, on flush tout ça même journée, dans le même contexte, je ne comprends préavis, pas. Là, évidemment. Tu disais, c'est effectivement à l'échelle du budget provincial, c'est du petit change, là, grosso modo, quelques millions de dollars, là, tout au plus. Bon, là, tu es dans... Il y a la phase là, du deuil, là, Nathalie, je te ferai pas le... Tu es dans le déni. Là, oui, je suis dans le déni. Éventuellement, il y aura l'acceptation. Non, mais forcément, tu es une entrepreneur. Hein, Persévérance entrepreneuriale, c'est comme un side quest, là, une petite mission que tu fait une belle mission très importante, mais que tu t'es donné à côté de tes activités principales. Avez-vous donc commencé à réfléchir à d'autres façons de financer votre mission très importante? Je veux dire, c'est quand même paradoxal. Je veux dire, personnellement, je connais bien, j'ai accompagné un entrepreneur qui a fait affaire avec vous. On entend la BDC, Desjardins, Investissement Québec, même le Ministre là, qui est ultimement un peu le coupable dans tout ça, nous livrer un message sur la santé mentale des entrepreneurs, sur le repreneuriat, sur l'importance des PME. Et là, pourtant, on chope les cheveux en 4. Allez-vous cogner, je sais pas, chez Isabelle Hudon, chez Guy Cormier? Franchement, à l'échelle de tous ces gens-là, 1 million, 2 millions, c'est pas matériel. Là, honnêtement, on a quand même beaucoup de soutien politique parce que on a un projet de société là, dans le contexte actuel qui est je vous dis, je suis pas dans le déni, je suis dans la non-acceptation dans le refus. Mais parce que c'est comme je te dis, c'est un investissement pour le gouvernement. Peut-être que dans le contexte, ça n'a pas été compris. Peut-être qu'on a passé dans des coupures. Peut-être. Tu regardes toutes les décisions qui ont été prises dans les dernières années. Ils se sont donné des augmentations de salaire de 30 %. Ouais. Ils ont fait venir... Ils ont fait venir une équipe de hockey, 8 millions. Tu te demandes, honnêtement... L'argent, là, ils ont des budgets discrétionnaires, 185 000 par comté, qui redonnent de l'argent à des organismes qui ont déjà reçu de l'argent, qui vivent déjà au sein du gouvernement. Tu sais, il y a un gros ménage à faire, là, tu sais, puis là, je comprends que c'est sûr que la stratégie de Fitzgibbon qui a rentré de plein fouet dans un mur. C'était plus de grands projets, de grands financements. C'était plus rien qui s'est l'approche d'un banquier, tu sais, alors qu'avant, on avait l'approche
du développement économique, là, un peu plus local même. Parce que tous nos persévérants viennent de toutes les régions, là. Tu sais, t'es dans un petit village, tu le dis pas que tu vas mal, mais t'as besoin d'aide, là. T'en parles pas à ton banquier, tu penses que ça va se savoir dans ta famille, fait que c'est ça le constat actuel. Puis tu sais, à votre question, Francis, c'est sûr qu'on va faire des pieds et des mains pour trouver d'autres sources. Mais tu sais, nous, l'équipe est super mobilisée. On répond au téléphone aux entrepreneurs en difficulté. On commencera pas, on fermera pas la ligne demain matin. Tu sais, on va trouver d'autres avenues, puis on va continuer de dire à Monsieur Skate, écoute, cette semaine, notre liste d'attente d'entrepreneurs en détresse est de 25 personnes, puis la semaine prochaine, elle va être de 30. Puis tu sais, c'est pas compliqué, là. On ouvre une cohorte, puis en une semaine, c'est complet. Puis une cohorte, c'est 10 personnes. Fait qu'on répond à un besoin avec un produit qui rapporte au gouvernement. C'est quand même bizarre. Quand même bizarre. Parlons un peu plus, éloignons-nous de la crise. Non, mais je suis intéressé parce que Persévérance entrepreneuriale, donc vous venez en aide à ces entreprises qui sont dans des périodes difficiles. Il y en a qui réussissent finalement pas et d'autres qui retrouvent le chemin de la rentabilité, de la consolidation, etc. Est-ce que, je veux pas, vous allez me dire oui, Nathalie, mais est-ce que c'est nécessaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas imaginer plus un monde d'entrepreneuriat libéral là, où les faibles meurent? Là, je veux pas comme... Oui, je sais qu'il y a des gens qui ont cette pensée-là. Libéral, là, comme ça, où ceux qui ont pas des bonnes finances, ben ils meurent, puis ceux qui réussissent, puis ça s'équilibre. Encore une fois, j'aimerais un peu entendre le contre-argument, j'imagine. Le contre-argument. Nous, chez Persévérance, on se dit, il faut prendre soin de l'entrepreneur, l'humain derrière l'entrepreneur. Puis juste ça, là, oui, l'entreprise peut mourir, mais tu sais que le taux de suicide chez les entrepreneurs est 2 fois plus élevé que dans la population en général. On a accueilli Dominique Gagnon à l'épisode quand il a sorti son livre. Puis on se dit, on veut pas perdre un entrepreneur. Parce que ça se peut que l'entreprise qu'ils ont actuellement, ça soit pas le bon véhicule compte tenu que le contexte économique a changé, mais il faut pas qu'ils se découragent puis il faut qu'ils rebondissent le plus rapidement possible avec le plus d'outils possible pour la prochaine entreprise. Fait que ça, c'est notre postulat dans Persévérance. On va aider l'entrepreneur à faire le maximum avec l'entreprise qu'il y a là, puis sinon, si c'est pas la bonne, si on n'est pas capable de faire pivoter le modèle d'affaires, ben on va l'accompagner dans la fermeture parce que c'est dur. C'est un deuil. Ou même dans la faillite, puis on a quelques cas où de gens qui sont rentrés dans les comptes spéciaux, puis là, ça brasse aux comptes spéciaux. Puis on était là pour le motiver, l'encourager, redonner confiance, négocier avec les banquiers. Puis il y a des gens qui ont fait faillite, des belles business qui ont fait faillite. Puis l'entrepreneur, il est déjà reparti, là. Puis il nous dit tellement merci parce que j'ai pas traversé cette période-là seul. Parce que, tu sais, à qui t'en parles? Tu stresses pas ta femme avec ça. Tu peux pas en parler avec tes banquiers. Tes amis comprennent pas la réalité de entrepreneuriale. Fait qu'avec qui t'en parles? Sinon, avec des gens de notre équipe. Puis nous, on les met en groupe d'entrepreneurs. Puis, tu sais, ça brise l'isolement. Puis là, tu fais comme, ben écoute, j'arrête de me taper sur la tête comme entrepreneur parce que tout le monde a fait à peu près la même erreur. Fait que ça aide à transiter. Fait que les gens qui finissent Persévérance, 85% sont convaincus qu'ils sont entrepreneurs, puis ils vont continuer avec la même business ou vont repartir une autre. Puis il y en a qui ont fini là 1 an, puis sont déjà repartis. Pourquoi? Mais avec un autre coffre à outils. Parce que quand des fois, il faut apprendre mieux, à compter mieux, il faut apprendre à s'entourer mieux, il faut apprendre à aller moins vite, à planifier. J'aime beaucoup ton analogie du véhicule. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, un véhicule a des saisons, a une couleur. À un moment donné, tu n'es peut-être juste pas dans le bon char, change de char. C'est ça. Mais tu es encore un bon conducteur. Exactement. Peut-être que tu peux avoir un véhicule plus moderne, on va dire. Les 5 organismes là, qui faisaient différentes choses, mais toujours un peu dans ce domaine de la PME, de l'entrepreneuriat, est-ce que vous vous êtes parlé, les 5? Est-ce qu'il y a comme l'idée? On est solidaires. Est-ce qu'il y a comme un syndicat? Là, mais est-ce qu'il y a une forme de partage, justement, puis de justement faire valoir les arguments que tu fais très bien avec nous, Nathalie, mais justement pour un peu faire changer d'avis éventuellement le gouvernement puis remettre en place ces financements? Le fil conducteur, c'est que, tu sais, là, c'est écrit dans le journal, les organismes se font larguer. C'est pas les organismes qui se font larguer, c'est les entrepreneurs. Nous, on offre des services à des entrepreneurs. Fait que, puis là, ben, nos clients de chacun de nos réseaux sont complètement sidérés, fâchés. Puis, tu sais, sur nos réseaux sociaux collectifs, puis tout le monde tag tout le monde, là, tu sais, on fait comme, ben voyons, l'entrepreneur, il comprend pas
L'entrepreneur, là, il se dit, oui, mais tu sais, 500 millions cette semaine, donc, il comprend dans l'ensemble de l'aventure. Pourquoi on l'oublie tant. Puis il veut se faire aider, il veut pas se faire financer. Mais tu sais, dans les hautes sphères, là, tu sais, des gens qui gèrent des pas mal plus grosses affaires du moins que moi, là, tu sais, moi, ce que je me suis fait dire par 2-3 personnes, là, tu sais, j'étais avec des avocats dans une affaire qui pour moi, puis ils sont juste sortis puis ils ont dit, il y a une aluminerie qui est en train d'essayer de retarder un échéancier de paiement. T'sais, une aluminerie, tabarnak, c'est gros, là, tu comprends? Si eux ont de la misère à faire des échéances de paiement, imagine l'entrepreneur à Saint-Ephrem là, avec sa commande de fer ou de bois, là, ça doit être élevé en tabarouette. Ouais, puis tu sais, l'aluminerie, là, elle a des VP, elle a des spécialistes, elle a des comptables. L'entrepreneur, là, tu sais, sans employés et moins, là, t'es chanceux si t'as 2-3 bons piliers autour de toi. Fait que l'entrepreneur a tout ça dans la tête en même temps, puis sa maison ils ont juste peur de perdre leur maison. Ça m'emmène à une autre question pour toi, Nathalie, mais justement, j'ai à la belle époque organisé des événements qui s'appelaient Fail Camp. Là. On parlait justement des gens qui... Enfin, on faisait témoigner des gens qui avaient vécu des difficultés, notamment dans le monde entrepreneurial. Puis un des constats que je tire de cette époque-là, c'est que on est justement, on met la maison en garantie. On est, peut-être on est naïf ou je sais pas comment, je veux pas accuser personne, c'est difficile l'entrepreneuriat évidemment, mais tu sais, on est toujours un peu trop optimiste quand on se lance en affaires, puis on fait parfois de très mauvaises décisions, ce qui fait que quand ça va mal, ben là, ça va comme exponentiellement mal. Est-ce que vous avez une réflexion dans l'OBNL, puis avec les gens autour de vous, justement, à mieux préparer les entrepreneurs, vraiment plus en amont là, du lancement d'entreprise? Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un programme. Les gens qui nous contactent ont des entreprises établies. Puis, tu sais, Persévérance, c'est pas juste l'accompagnement. On a un programme de formation complet sur comment redresser. La faillite, ça marche comment? Tu sais, pour démystifier, parce que là, il y a plein de questions qui popent dans la tête d'un entrepreneur quand ça va mal. Fait qu'on a 15 formations, comment changer son modèle d'affaires. Puis, tu sais, quand ça fait 10-15 ans que tu es en affaires, c'est des outils que tu n'avais pas au début. Comment analyser tes chiffres, vraiment. Fait que, tu sais, tu pars, là. J'ai fait un doctorat en économie, puis j'ai quand même appris la TPS-TVQ, puis les crédits sur les intrants en pétant bien la gueule. Personnellement, c'était des petits montants, fort heureusement. L'enjeu, souvent, c'est que, comme tu disais, rendu à 50, 60, 100 employés, c'est plus des petits montants. Là. Si l'entreprise y passe, la maison et le reste vont passer également. C'est sûr que, tu sais, c'est ça, c'est plein de conseils qu'on leur donne. Puis là, tu sais, quand tu as 10-15 ans d'expérience en affaires, c'est précieux, ces 10-15 ans. On veut pas que les gens en arrivent à faire une faillite personnelle, puis là, que ça leur prenne 7 ans à reconstruire leur crédit. T'imagines à quelqu'un de 40 ans là, qui avant 47 ans, il peut pas repartir. Fait que on essaie vraiment de minimiser les pertes avec eux puis de leur donner confiance. Fait que c'est quoi la suite maintenant? Là? Bon, là, il y a plus de sous. Les sous sont sur le... Là, on accompagne. Là, on lâche pas. C'est sûr qu'on va mobiliser le privé. Okay. On avait des beaux projets attachés à l'aide. À court terme, là, cette semaine, business as usual. Business as usual. On va revoir... faire un petit produit d'entrée parce que c'est un accompagnement sur une année. Fait que là, cette semaine, on s'est dit, ben écoute, faut au moins répondre au téléphone puis les aider là, tu sais. Mais j'ai une équipe plus mobilisée que jamais. Tu sais, on a construit un écosystème d'experts. Tu sais comment ça marche, là? Les gens ont aussi accès à l'équivalent de 5 000 d'expertise très, très pointu. Fait qu'on a tout un écosystème d'experts. Comptabilité, juridique, comptabilité, finance, fiscalité. Tout le monde est encore mobilisé. C'est sûr que là, nous, on est en train d'accompagner 125 entrepreneurs en ce moment. On continue. Fait que, on peut continuer à faire ce qu'on faisait avec ceux qui se sont inscrits. Puis moi, ben là, j'essaie juste de trouver les chemins pour que ce produit-là, ce projet-là, ça peut être un magnifique projet pour le ministre. Peut-être que là, on s'est mal compris. Peut-être qu'il était déjà trop tard. Peut-être que... Non, mais ça se peut. T'sais. On va mettre ça sur le compte de l'incompréhension, assurément. En tout cas, tu as à cette émission, et je pense parmi nos auditeurs, de joyeux et fidèles alliés, Nathalie. Donc, si jamais tu as besoin de parler, toi aussi, hein, tu peux venir nous voir. Mais entre-temps, on invite évidemment les gens à s'intéresser à Persévérance entrepreneuriale et à vous soutenir si jamais il est possible de le faire. Merci d'être venu en studio. Et merci de l'invitation. Merci. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio.
La guerre commerciale avec les États-Unis a toutes sortes d'impacts inattendus, certains plus négatifs que d'autres, mais le cas qui nous intéresse aujourd'hui, celui de CaseMe. C'est ça, Phil? Ouais. Évidemment, c'est une décision de repositionnement, de refaire essentiellement la stratégie de l'entreprise pour finalement reculer du marché américain pour mieux se consolider au Québec et au Canada. L'entreprise fait, si j'ai bien compris, des cases, des enveloppes pour le téléphone. On en parle avec l'un des fondateurs, le président et cofondateur, William Giroux. Bonjour, William. Enchanté, bonjour. Merci d'être avec nous. J'étais en train de consulter la belle photo dans le Journal de Montréal de toi et ton partner. Mais parle-nous donc un peu de ta business. Qu'est-ce que ça fait? Ouais, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ouais. En fait, on a lancé ça en 2016, mon associé et moi, Gabriel Bolduc, à base d'un projet universitaire qui a découlé à être une business. On est rendu une 60aine d'employés. Dans le fond, on design et on fabrique des étuis pour téléphones cellulaires et d'autres types d'accessoires mobiles ici au Québec. C'est fondé en Beauce. Puis maintenant, on a 3 branches d'affaires principales. On a les ventes en ligne qui représentent à peu près 60% du chiffre d'affaires. On a les ventes en magasin. On est rendu avec 5 boutiques. On en rouvre 4 d'ici juillet, donc pour se rendre à 8. Puis aussi, on fait des ventes corporatives. En fait, on fait des étuis personnalisés aux couleurs de différentes entreprises comme Beneva, les Canadiens de Montréal, des petites PME à des très grandes. Donc, voilà. Puis, est-ce que j'ai bien compris que c'est fabriqué au Québec, là? Donc, il y a quelqu'un, peu importe le moule de plastique. Avec de la laine de caribou, apparemment. Exact. En fait, plus de 50% de la production qui est faite ici au Québec. Donc, on importe notre matière première. Nous, merci. Notre fournisseur ne vient pas des États-Unis. Donc, nous, on a un fournisseur qui vient de l'Angleterre. Donc, on reçoit notre plastique puis on le transforme ici au Québec. Vous êtes en pleine croissance. Je ne sais pas si le ton a changé au sein de la direction, mais vous êtes en pleine croissance. Vous étiez notamment en croissance sur le marché américain, puis évidemment, tout ce qui se passe depuis le 20 janvier a éventuellement changé un peu vos plans. C'était dans le Journal de Montréal. Vous avez fait une petite tournée médiatique. William, j'aimerais un peu comprendre justement du point de vue stratégique comment ça s'est passé, à quel moment vous avez pris la décision, puis est-ce que vous êtes toujours sur une trajectoire de croissance ou il a vraiment fallu prendre comme encaisser un coup là, par rapport à tout ça? En fait, je dirais que les États-Unis, c'est un marché qu'on développe depuis déjà 3 ans. Par développer, je veux dire surtout faire de la publicité en fait numérique sur les différentes plateformes sociales qu'on connaît. Puis avec le temps, en fait, la performance de ces publicités-là a diminué de plus en plus. Et là, avec ce qui se passe aux États-Unis, je pense que le but, c'était de réajuster le plan de match. Donc, on a décidé de arrêter, en fait, tout simplement de faire la publicité aux États-Unis pour le moment, pour concentrer ces budgets-là publicitaires au Canada. Donc, on a lancé au Québec. On est bien établi au Québec, mais on a encore de la place à croître. Et surtout au Canada anglais, donc toutes nos autres provinces. Puis, il y a aussi maintenant le fait qu'on veut ouvrir 12 boutiques d'ici la fin de 2026. Des boutiques physiques, là, donc, que vous allez ouvrir à l'effigie de l'entreprise CaseMe, c'est ça? Ouais, exact. On a ouvert notre première boutique il y a 3 ans. Puis depuis ce temps-là, on en a ouvert 4 autres. Puis là, on en rouvre 8 autres d'ici la fin 2026. Tous dans des centres commerciaux, effectivement. La prochaine étant au Carrefour Laval qui rouvre ce jeudi. Je sais pas c'est quoi l'âge de votre clientèle, là, mais c'est sûr que, moi, j'ai un jeune adulte comme enfant. Là, j'ai un garçon de 19 ans puis un garçon de 15 ans. Je pense qu'ils en ont chacun une vingtaine de cases. Honnêtement, là. À toutes les sortes. Est-ce qu'ils jouent au POG avec ça? Non, c'est quoi le... C'est juste qu'ils échangent. C'est devenu un outil que, oui, ça protège ton téléphone, mais c'est pratiquement, là, puis je veux pas, peut-être tu vas mieux l'expliquer que moi, mais c'est un accessoire de mode quasiment. Exactement. Puis
c'est quelque chose qu'on, encore à ce jour, je veux dire, c'est toujours étonnant de voir des fois des clients en ligne qui en commandent 4, 5 par année. Donc, ils viennent les changer carrément au fil des saisons, comme la mode. Fait qu'effectivement, t'as vu juste. By the way, Francis, il est sur ton site. Là. Ça c'est un hyper consommateur. Mais je suis quand même. J'ai quand même la question, parce que moi, je change de téléphone à chaque année, comme certains. Et puis, évidemment, ça coûte cher, là, un case. Moi, j'achète ça avec le téléphone en général. Tu sais, je veux pas. Mais là, mettons que j'en avais 20, là, à chaque année, quand je change de téléphone, il faut que j'en achète 20 autres. Est-ce que c'est ce que je dois comprendre? Puis qu'est-ce que je fais avec les 20 que j'ai déjà? Non, mais attends, là, c'est pas d'avoir 20, mais t'en achètes un. OK. Puis là, après ça, si t'en aimes d'un autre. Là, tu sais, mon fils, là, en ce moment, il y en a un. Mon plus jeune, il y a un case du Canadien. Mais y a-tu comme un marché secondaire? Je veux dire, est-ce que ça se vend usagé? Pour de vrai, on a découvert sur Facebook Marketplace, si tu écris Case Me, tu vas trouver plein d'étuis Case Me revendus. À chaque fois, ça me flabbergaste, mais on a fait cette découverte-là. Mais ultimement, nos étuis, c'est des étuis qui sont fabriqués ici, sont 100% recyclables. On est la seule entreprise certifiée B Corp en termes d'études de téléphone dans le monde. Donc, pour nous, on n'incite pas nos clients à en acheter justement 10 par année, mais il y en a qui font bien ce qu'ils veulent. Mais ultimement, nos études sont faites pour durer. Là. Puis l'ouverture de nouvelles succursales, de nouveaux magasins, puis tu semblais dire que vous étiez dans des centres d'achat. Est-ce que l'achalandage est toujours là dans les centres d'achat, selon toi? En fait, si vous faites ça c'est que ça doit, là, mais je suis juste étonné, là. Oui, ben absolument. En fait, depuis le retour de la pandémie, le pourcentage de vacances, en fait, dans les centres d'achat est très, très bas. Je vous avouerais même que c'est assez difficile de trouver des locaux qui sont bien situés au bon prix. Donc oui, c'est le retour est là. Les gens veulent aller vivre des expériences qui sont différentes en magasin. On entend souvent dire que le marché du commerce de détail est en déclin, mais c'est pas vraiment le cas pour différents types d'entreprises qui sont capables d'arriver avec un nouveau type de modèle d'affaires puis une expérience client qui se démarque versus d'autres plus vieilles entreprises. Et là, donc, vous abandonnez ou enfin, vous cessez de faire de la pub aux États-Unis, mais essentiellement, vous abandonnez pas le marché là-bas. Si on est un Américain, client fidèle de Case Me, on peut toujours commander sur votre site. Absolument. Le site reste viable. On a quand même déjà des milliers de clients là-bas qui vont recommander, c'est certain. C'est juste que nous, être une entreprise de notre taille, chaque budget publicitaire sont importants d'être dépensés aux bons endroits. Donc, on fait juste réallouer le même budget qu'on dépensait aux États-Unis pour dire, hey, à place, on va se focusser au Canada. Il y a une belle vague d'amour actuellement pour les entreprises canadiennes, pour les entreprises québécoises. Ben, j'allais te demander, jouez-vous cette carte-là un peu, là, Made in Canada, rara, unifolié, là, je vois que t'as l'air d'avoir une casquette des Sharks de San Jose, là, je sais pas trop quoi en penser, mais... C'est les Celtics de Boston, très américains. Encore pire! Ouais, c'est ça. La prochaine fois, il va faire ça avec une casquette des Bruins, là. Non, je blague, mais les expos. Parlons un petit peu de l'aspect peut-être culturel, justement. Misez-vous beaucoup là-dessus pour votre recentrage au Canada? Est-ce que ça compte? Est-ce que ça fait partie de votre stratégie de pénétration du marché anglophone au Canada? Ben, je crois que c'est surtout de le dire haut et fort sans que toute publication ou en fait publicité soit juste axée là-dessus. Je pense que c'est juste d'être fier de où qu'on vient. On s'est jamais caché à dire qu'on était des Québécois ou qu'on était des Canadiens. Je pense qu'actuellement, c'est plutôt de rediriger un effort justement de communication par rapport à ça, puis de faire comprendre aux gens, aux Canadiens, qu'on est Canadiens aussi. Donc voilà. Très intéressant, William. Fait qu'est-ce que l'avenir vous réserve? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la prochaine année? Là? La fin des tarifs ou ça vous accommode? Ou comment tu vois les prochains mois avec tout ce qui se passe? Sincèrement, je souhaite à toutes les entreprises que les tarifs, ça soit derrière nous puis que ça ne passe pas, ou du moins, ça soit limité le plus possible. Pour Case Me, on est dans les très chanceux à pas avoir d'impact direct lié aux tarifs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous souhaiter? Je dirais l'ouverture de justement 8 nouvelles boutiques, d'optimiser les opérations, de se faire du fun, puis surtout de faire
croître une business au Québec, au Canada, puis d'être axé avec des valeurs en ce sens-là. Très intéressant. William Giroux, je rappelle que tu es président cofondateur de CaseMe, donc une entreprise. On peut lire un petit peu plus sur l'entreprise à travers cet article de Mathieu Boulay dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup, puis la meilleure des chances, puis on va certainement peut-être acheter un deuxième dessus de téléphone moi aussi, dans les prochaines minutes. Merci d'être merci à vous, messieurs. Merci, bye. Bonne journée. Merci beaucoup. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. La campagne électorale bat son plein. Elle arrivera à terme dans quelques jours, Phil, à peine. Et puis, évidemment, tu as hâte à la fin de la campagne, moi aussi, pour connaître le gagnant, ne serait-ce que ça. Et donc, évidemment, tout au long des campagnes électorales, on entend presque chaque jour des promesses de baisse d'impôts, de nouveaux engagements, de nouvelles orientations pour le pays. Tout ça coûte cher. Et c'est assez étonnant qu'à ce stade-ci, au moment d'enregistrer l'émission aujourd'hui, on n'a toujours vu aucun des cadres financiers d'aucun des partis. Donc, tout ça est un peu des promesses en l'air. Luc Godbout, que vous connaissez évidemment, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques de l'Université de Sherbrooke, signait un papier dans la presse qui disait vivement que ces cadres financiers soient publiés. Il est avec nous pour en parler. Bonjour Luc. Bonjour. Merci. Donc, on parle donc souvent de ces promesses électorales, mais beaucoup moins de leur faisabilité budgétaire. Pourquoi est-ce que le cadre financier est important aux yeux d'un fiscaliste, mais plus largement peut-être aux yeux de la population, selon vous? Ben, c'est sûr qu'un cadre financier, là, c'est pas une lecture de chevet pour l'électeur moyen. Cela dit, ça veut pas dire que le cadre financier n'est pas pertinent. Le cadre financier, même si le lecteur moyen n'ira pas le décortiquer, ça donne la matière première à l'expert, disons, en toute modestie que je suis, que là, je peux analyser ça, puis je peux commenter auprès des journalistes qui, eux, peuvent se faire une tête et aussi analyser les promesses électorales. Parce que le cadre financier, ce que ça permet de faire, ça permet de sommer tout ce que le parti promet en matière de impôts additionnels, baisse d'impôts, nouveaux programmes, puis ça permet de voir comment ça s'insère dans la structure financière actuelle du gouvernement. Là, je vous rappelle, actuellement, le gouvernement, là, sur la ligne de départ, là, on a un déficit pour l'année qui s'est terminé au 31 mars d'à peu près 62 milliards. Puis on a un déficit attendu par le directeur parlementaire du budget pour l'année en cours d'à peu près 50 milliards. Et donc à ça s'ajouteront d'autres Et là, c'est d'où l'importance. Si vous promettez de baisser les impôts d'un autre 5 milliards, ben ça s'inscrit dans un... Puis le cadre financier, là, pour les 5 prochaines années, là, il n'y a pas d'équilibre budgétaire, évidemment. Vous ne serez pas surpris. Là, on est à 27 milliards en 2030 là, de déficit. Donc, quand vous dites que vous faites des baisses d'impôts de 5 à 13 milliards, ben ça s'insère comment? Est-ce que vous allez chercher l'argent ailleurs? Peut-être. Mais c'est ce que le cadre financier permet de voir. Donc, les partis politiques, moi, je suis pas en train de dire qu'ils dépensent trop. Je suis en train de dire que s'ils promettent des baisses d'impôts, il faut qu'ils nous disent aussi comment ces baisses d'impôts-là vont être financées. Mais est-ce que c'est normal ou est-ce que vous avez vu ça dans d'autres élections au fil des années qu'on n'ait pas ce cadre financier-là à 10 jours des élections? Je vais vous dire quand même en toute candeur que je suis allé faire l'exercice puis je suis allé voir aux élections de 2021, 2019, les cadres financiers arrivent pas si rapidement que ça. Okay. J'ai un souvenir là qu'en 2005-6, là, il y avait une élection qui a commencé en décembre 2005 et qui s'est terminée en janvier 2006. Et c'est l'élection où Stephen Harper est rentré minoritaire. Et on était à une semaine du vote. Et là, il y avait une pression sur le Parti conservateur pour dire « Vous n'avez toujours pas produit de cadre financier et vous aspirez à gouverner. Vous avez promis de baisser la TPS, vous avez promis ci, vous avez promis ça. » Et là, ils ont produit un cadre financier à moins d'une semaine d'avis. Mais vous voyez, des fois, c'est un exercice obligé pour les partis politiques. Il n'y a comme pas de gain à le faire parce que tu veux juste te faire critiquer, mais tu n'as pas le choix. Donc, ça date quand même, là, ça date pas du Moyen-Âge, les cadres financiers. Ça a à peu près 20-25 ans d'historique. Mais là, ils se prêtent à l'exercice. Puis là, quand même, on commence à entendre là, les conservateurs, les libéraux dire « Oui, le cadre financier va être produit prochainement. » Traditionnellement, le jour où il y a le débat des chefs, là,
il y a au moins un ou deux partis qui a produit son cadre financier. Puis là, c'est ça qui est surprenant, c'est que là, au moment où on se parle, on est avant le débat des chefs et il n'y a pas de cadre financier. Mais c'est volontaire. C'est ma compréhension, là, c'est totalement volontaire. Il y a un parti qui pourrait décider de ne pas le faire. Ou je me trompe? Ben, il n'y a pas d'obligation légale de le faire. Il pourrait avoir une pression journalistique, médiatique, de dire vous n'avez pas de cadre, donc vous n'êtes pas crédible. Et c'est ça qui va faire en sorte. Parce que vous comprenez que ce soit Mark Carney ou Pierre Poilievre, mais surtout Mark Carney, aller faire un cadre financier, c'est rappeler tous les déficits qui existent actuellement. Là. C'est rappeler ça et dire moi, je veux rajouter donc comment le sol budgétaire va évoluer. Donc, c'est sûr qu'à priori, tu dis si je pouvais ne pas en faire, j'en ferais pas. Mais je pense que c'est ça. Il va y avoir une pression pour le faire. On a entendu, moi je commence à entendre là, que les cadres financiers s'en viennent. Il y a eu des années là, aux élections précédentes où dès le début de la campagne, il y avait des partis, mais pas des partis qui aspiraient à gouverner, qui produisaient dès le départ le cadre financier. Mais là, c'est ça. À ce jour, il n'y en a pas. Et là, il y a quand même des promesses. C'est pour moi, j'ai plus focusé sur les baisses d'impôts. 4 des 5 partis politiques ont fait des annonces de baisser l'impôt des particuliers, alors qu'on est en déficit et qu'on est en incertitude avec la guerre commerciale. Et c'est là que ça va être intéressant de voir comment ces baisses d'impôts-là s'insèrent dans le cadre financier des partis. Par exemple, le Parti conservateur, c'est presque 13 milliards de baisses d'impôts. Et il dit qu'il veut retrouver l'équilibre. Il disait, du moins dans les mois qui précédaient, il y a quelques mois à peine, qu'il voulait retrouver l'équilibre budgétaire et que pour chaque dollar qu'il va faire en annonce, il va avoir $1 qu'il va économiser ailleurs. Mais ça devient intéressant de savoir, mais où vous allez l'économiser, ce dollar-là? Je crois que M. Musk va se libérer bientôt. Là. Il pourra venir faire un petit tour par chez nous, de manière évidemment. Blague à part, vous concluez, Luc, l'article dans la presse en disant que, bon, c'est un exercice essentiel de transparence. Le fait que justement, il n'y ait pas d'appétit du point de vue des partis politiques pour faire cet exercice-là, ou du moins qu'ils tardent vraiment, et parfois jusqu'à la toute dernière minute, à le diffuser, ça en peut en dire long sur la rigueur économique des partis. En tant que tel, en tant qu'indicateur, là, la date et la manière dont ces cadres sont publiés, mais comme je vous dis, on est à une 50aine de milliards de déficit, et à la fin de la période, on va être à peu près un peu plus que 25 milliards de déficit. Donc, les partis politiques annoncent des choses qui viennent aggraver ce solde-là. C'est sûr que publier le cadre financier, il n'y a pas un gain à le faire. Là. C'est sûr, c'est une opération obligée. C'est ça, mais je suis d'accord avec vous. Si on partait de moins 50 à moins 30, là, tu publies parce que tu dis hey, j'ai trouvé le secret de la caramel. Personne ne fait ça. Oui. Ou si on était en surplus budgétaire, puis là, on disait gardez mes baisses d'impôts, il se finance à travers les surplus existants, mais on n'est pas là. C'est ça. Donc, le directeur parlementaire a donné le portrait de départ, puis c'est à eux à donner un peu la vision qu'ils veulent avoir sur les 5 prochaines années, et on va porter un jugement. Est-ce que vous allez faire des déficits plus élevés? Est-ce que vous allez faire des dépenses plus élevées? Est-ce que le sol budgétaire va s'améliorer? Est-ce que la dette, parce qu'évidemment, les déficits finissent par se répercuter sur la dette, c'est ça que le cadre financier permet de faire. Puis après ça, on peut aussi voir, est-ce que c'est réaliste? Par exemple, je donne les libéraux promettent de baisser les impôts d'à peu près 5-6 milliards, les conservateurs d'à peu près 13, mais le Parti vert propose des baisser de 47 milliards. Et là, il dit, je vais le financer en augmentant l'impôt des sociétés, mais là, on voit est-ce que c'est réaliste de dire que tu vas augmenter l'impôt des sociétés dans un contexte de guerre commerciale de 47 milliards pour baisser l'impôt des particuliers de 47 milliards? C'est $1 sur 5 que le fédéral se priverait de collecter en impôt sur le revenu. Je crois qu'ils ont peu de chances de former le prochain gouvernement entre nous. Tout à fait. J'ai juste une question. De votre expérience, est-ce que si vous regardez dans l'histoire, est-ce que les gouvernements, normalement, respectent leur cadre financier ou on est vraiment, entre ce qu'ils disent puis ce qu'ils font, il y a une... Au départ, là, un cadre financier, c'est un exercice de crédibilité, mais on est en période électorale. Ça permet surtout d'éviter de dire « Ah, mais je ne savais pas que l'état des finances publiques était dans telle situation. Avoir su, j'aurais pas fait cette promesse-là. » Ça voit comment les promesses s'insèrent dans la réalité. Cela dit, est-ce qu'ils réalisent? Puis là, si je prends la dernière élection qu'on a eue, c'est les élections au Québec. Il y avait des cadres financiers qui étaient faits. Bon, on avait la situation
quel était l'état des finances publiques au moment du déclenchement des élections. On a eu les promesses. Puis par la suite, il y a eu une période d'inflation plus élevée. Il y a eu des renouvellements de conventions collectives, si bien qu'aujourd'hui, on a des déficits plus importants qu'on ne l'avait anticipé à cette période-là. Donc, si on regarde le cadre financier de la CAQ en 2022, les revenus sont pile-poil sur ce qu'il y avait projeté. Le service de la dette est pile-poil sur ce qu'il y avait projeté. Les remboursements au Fonds des générations sont pas pires en ligne, mais c'est juste les dépenses. Les dépenses sont beaucoup plus élevées. La majeure partie s'explique par des dépenses additionnelles. Et là, ça découle d'une plus grande inflation, ça découle des nouvelles ententes avec la fonction publique. Mais ça, peut-être que c'était pas prévisible à l'origine. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent pas matérialiser l'entièreté du cadre financier sur les 4-5 prochaines années. Évidemment, c'est un peu un pitch de vente fiscale, tout ça. Tout à fait. Ceci dit, Luc, je terminerai là-dessus. Bon, on a parlé des baisses d'impôts. Bon, 6 à 13 milliards, là, si on exclut nos amis les Verts. Il y a l'histoire du gain en capital qui est, je pense, les deux principaux partis pensent l'annuler ou en tout cas de reporter. C'était un 3-4 milliards de mémoire. Il y a aussi la promesse en vertu de notre engagement vers l'OTAN, là, puis je calculais qu'il nous manque à peu près comme un 15 à 20 milliards par année de dépenses militaires additionnelles. On peut faire là sur la napkin quand même vite un certain calcul, non? Je veux dire, on peut voir qu'effectivement, ce que le directeur parlementaire nous montre, c'est vraiment la borne. Je dirais pas optimiste parce que le directeur parlementaire est supposé donner les chiffres les plus crédibles, mais il l'a précisé, je ne tiens pas compte des changements au gain en capital, puis là, les principaux partis l'enlèvent. Fait que là, tu es à 4-5 milliards de déficit de plus que ce qui est annoncé. Puis là, après ça, là, tu veux aller à l'OTAN, mais là, c'est sûr que tu rajoutes une pression sur les sols budgétaires, là. Et vous voyez, c'est aujourd'hui qu'on entendait Mark Carney, ou hier, là, sur le 2% à l'OTAN, il va falloir qu'il l'intègre dans son cadre financier, maintenant qu'il l'a dit. Donc, c'est ça. Donc, ça va être un exercice extrêmement intéressant de voir d'où l'argent va provenir pour financer les annonces qui ont été faites durant et tout ça, évidemment, on va naïvement nous dire que la guerre commerciale n'aura pratiquement aucun impact. Là, on va pas s'engager à mettre un 10 ou un 20 ou un 30 milliards de dollars de plus dans l'économie pour venir en aide aux entreprises, par exemple. Mais je pense que les partis sont conscients que dans l'incertitude actuelle, rien ne peut être exclu en matière d'intervention. T'sais, on ne souhaite pas que l'argent, évidemment, soit gaspillé, mais il se peut que si la guerre commerciale prend une tournure différente de ce qui était anticipé, que l'économie fait plus que ralentir, tombe en récession, que l'État devra intervenir. Mais tu sais, honnêtement, annonce 15 milliards. 15 milliards. Là, tout le monde va faire « Oh my God! » Tu annonce 15 milliards d'aide aux entreprises, puis finis l'année avec 10, 5. J'aimerais quand même te rappeler bizarre. Que pendant la pandémie, ça a été 300 milliards. Hein, non, je sais. 15 milliards, c'est beaucoup et peu à la fois. Bref, ça pourrait nous donner un 100 milliards de déficit cette année, Luc Godbout. J'oserais pas aller jusque-là, mais on pourra s'en reparler, effectivement. On est plus à 45-50 pour l'année en cours, mais il y a beaucoup d'incertitudes, puis il y a manifestement un ralentissement économique qui pourrait être une récession, avec une volonté de l'État de soutenir l'économie. Donc, oui, le déficit pourrait être majoré, effectivement. Et donc, on vous souhaite que ces cadres soient publiés le plus rapidement possible pour que vous puissiez... Et ça, c'est quand même tout un défi quand on est une autorité comme Luc Godbout, c'est que la seconde où ces documents-là sont rendus publics, on annule tout. Oui, mais il faut l'analyser, effectivement. Il faut pas prévoir aller au cinéma ce soir-là, là, si je comprends bien. Tout à fait. Mais vous voyez comme tout change, là, les débats des chefs étaient censés être à 20h mercredi. Il a été devancé à 18h compte tenu que le Canadien n'aurait pas pu prévoir ça. Nous non plus. C'était imprévisible quelques heures avant. Nous vivons de grandes imprévisibilités, dont celle concernant nos glorieux. Feront-ils ou non les séries? Au moment où vous écoutez cet épisode de Prends pas ça pour du cash, vous avez la réponse. Nous sommes devant cette espèce de écran de fumée. Bref, Luc Godbout, titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et finances publiques. Merci de Sherbrooke. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Francis Gosselin, Philippe Richard-Bertrand. Le seul duo qui vous redonne vraiment la monnaie de votre pièce. C'était un bon show, ça, Phil. Oui.
Actualité mouvementée. Actualité mouvementée. Je t'ai starté avec le prix de mon gaz. Et toi avec Lyon. On a oublié de parler de Boeing. Là. Genre, on n'a pas beaucoup de temps, mais que ça augure mal. Hein. Les Chinois ont suspendu leurs commandes. Ryanair en Europe, qui sont obsédés évidemment par chaque scène, ont aussi suspendu ou en fait demandé là, de ralentir la cadence. L'action a perdu 3% là, au moment d'enregistrer. Puis, en parallèle, tu sais qu'ils essaient de renverser un verdict de culpabilité. Ils s'étaient mis coupables dans un des écrasements. Un des nombreux écrasements. Ils essayent de dire finalement qu'ils veulent changer leur verdict et ils font pression sur la Maison-Blanche. Bon, bref, on a eu évidemment 3 invités. Comme à l'habitude, vous connaissez la routine. William Giroux, président, cofondateur de Case Me. Okay. Moi, je suis juste étonné que ça soit 50% fabriqué au Québec. Bravo. Je suis content d'entendre ça. En as-tu commandé un depuis qu'il est passé? Non, de tantôt, mais je vais le faire et surtout envoyer l'adresse à mes enfants. On est comme Martin-Luc Archambault, mais version podcast, comme je vais prendre la table. On a Nathalie Riverain qui nous a parlé de performance entrepreneuriale. Honnêtement, bon, à notre modeste échelle, si vous nous écoutez, si vous êtes en accord avec ça, faites pression. Appelez Christopher Skeet, écrivez-lui sur Twitter. Il est très actif dans LinkedIn. Moi, je le vois régulièrement là, dans des événements là, où il intervient. Bon, c'est sûr que c'est pas le moment de le prendre à partie, mais tu sais, je pense que, et toi-même, là, je pense que c'est d'entrée. Écoutez, c'est quand même ridicule. Je veux dire, c'est pas beaucoup d'argent objectivement à l'échelle du gouvernement du Québec, puis c'est vraiment un programme absolument essentiel, ainsi que les autres programmes qui ont été définancés. Et on a fini avec Luc Godbout. C'était le fun, cette entrevue-là. Je lisais à quelque part que ça pourrait être intéressant éventuellement de rendre obligatoire la publication des cadres financiers, puis les rendre obligatoires avec comme à une date, mettons 15 jours avant l'élection ou 20 jours avant l'élection. Et deuxième affaire qui pourrait être, enfin, une fois, ça arrivera jamais, mais l'économiste en moi, de rendre obligatoire la publication, puis de rendre obligatoire la vérification par un auditeur indépendant. T'sais, ça serait quand même cool de rajouter ça comme obligation aux partis politiques. Ça nous permettrait de prendre des meilleures décisions plus éclairées. En place des paroles en l'air ici. Puis des promesses, puis moins d'impôts, blablabla. Bref, Phil, c'était un bon show. Évidemment, les gens qui veulent nous rejoindre savent comment le faire, mais je vous le rappelle, studio@cube.radio. Sinon, vous nous appelez, vous nous écrivez sur LinkedIn. Juste moi, LinkedIn. Meilleure place. J'ai fait un post LinkedIn cette semaine qui a eu 80 000 vues. Je me sentais comme un LinkedIn-influencer. Merci d'être à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine après le débat des chefs et que le Canadien ait ou pas fait les séries éliminatoires. Tous les épisodes de Prends pas ça pour du cash sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.